Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour Captain Paulbert, nouvelle édition, pour parler d'un livre qu'a écrit une invitée très spéciale que j'ai. Je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle Laura, artistiquement Axel Laura. Je suis chanteuse et écrivaine auto-éditrice aussi, voilà, de Bordeaux. Ok, j'ai un autre invité à ma droite. Oui, je suis François, je suis son manager artistique, surtout en tant que chanteur. Voilà. Ok, bon, je vous ai fait venir pour parler d'un livre que j'ai trouvé très touchant et j'avais quelques questions. Alors, premièrement, d'où t'es venue cette envie de te raconter ton histoire et quels sentiments ça t'apporte? Alors, quand j'étais petite, déjà toute petite, j'écrivais beaucoup. J'écrivais même énormément sur des petits bouts de papier. J'écrivais des poèmes, des petites phrases qui voulaient dire quelque chose ou pas d'ailleurs. Mais j'écrivais beaucoup et au vu de mon histoire qui a été quand même assez agitée, au bout d'un moment, arrivé à une période de ma vie, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'écrive tout ce que je ressens, tout ce que j'ai vécu. Et j'ai commencé à écrire petit à petit. Et au bout d'un moment, les gens l'ont lu et m'ont dit, mais c'est bien ce que tu écris, il faut que tu continues. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises. Et du coup, j'ai continué et ça a fait un livre. Au début, je voulais pas l'auto-éditer et on m'a dit, ça peut aider beaucoup de monde qui ont peut-être vécu les mêmes choses que toi, mais qui ne s'en sont peut-être pas sortis de la même manière. Donc, du coup, j'ai décidé d'aider ces personnes-là, mais à ma façon. Je vois. C'est bien parce que ça t'a aidé aussi toi-même. On voit que, comment dire, tu as des valeurs qui ressortent. Par exemple, rester debout malgré tout ce qui nous arrive, etc. Et ouais, ça te fait aussi un interlocuteur que tu n'aurais pas eu forcément pour écouter tes problèmes, quoi. Exactement. Ok. Euh, Ensuite, est-ce que tes relations avec ton père se sont arrangées? Parce que j'ai posé cette question parce que moi, j'ai eu des relations père-fils aussi assez compliquées. Et je voulais savoir comment pour toi ça évolue avec le temps, comment tu vois cette relation par exemple dans 10 ans, qu'est-ce que tu espères, tu vois? Oui, tout à fait. Alors, avec le temps, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Mais à l'heure actuelle, on se voit mieux qu'avant. On réussit à avoir des relations père-fille malgré tout. Et dans 10 ans, pour répondre à ta question, ben, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça continuera dans la durée parce que c'est quand même important. Ouais, c'est clair. Il y en a qui ont pas cette chance malheureusement. Exactement. Après, j'avais des questions. Comment une vie familiale compliquée affecte comment on se sent et comment en tant que jeune trouver la force malgré le fait qu'on soit tiré vers le bas par tous ces problèmes familiaux et tout ça, par exemple à l'école, etc. Je pense que l'important surtout, c'est de rester soi-même et, et d'écouter les autres, de trouver un lieu de parole et Se confier surtout. voilà, Ouais, se confier et surtout ne pas rester les bras baissés et continuer à aller de l'avant malgré tout. Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir s'en sortir en fait. Je pense que tu fais bien passer ce message dans ton bouquin. Tu redonnes de l'espoir à certaines personnes, en tout cas, c'est bien. Merci. À quel point est-ce handicapant dans le cursus scolaire et niveau logement, etc. Enfin, niveau réussite, déjà que c'est compliqué pour un jeune en soi. Mhm. En plus, avec ce genre de problème, surtout niveau logement, est-ce que ça t'a tiré vers le bas? Par rapport à les problèmes familiaux, tu veux dire? Oui, par rapport au foyer, par exemple, et tout ça. Quelle est ta situation de logement à l'heure actuelle? Alors j'ai fait un contrat jeune majeur du coup. Bon, tout ça sera expliqué aussi dans mon deuxième livre qui est en cours d'écriture. Excellent. Des news. C'est ça, c'est la suite en fait. Et j'ai fait un contrat jeune majeur, c'est-à-dire j'étais toujours au foyer, mais j'avais mon appartement indépendant, tout en étant suivie. Et à l'heure actuelle, j'ai changé de foyer, mais c'est la même chose. Donc j'ai mon appartement et je continue à avoir un sujet régulier. Ok. Et je pensais par contre que les foyers, c'était pas pour les majeurs, c'était réservé aux mineurs, je me trompe? Tu te Enfin, trompes. le suivi continue après. Le suivi continue. Le foyer en lui-même, avec les éducateurs où on reste sur le Où tu même loges, groupe, quoi. voilà, où on est en collectivité quelque part, c'est
Oui, c'est réservé, entre guillemets, aux mineurs, aux personnes qui ont besoin d'être protégées ou pas, Je vois. d'ailleurs. Ou tout simplement, on doit, on doit protéger les autres d'eux. Mais oui, il y a de tout. Après, il y a des structures différentes pour chaque cas, mais il y a de tout. Ok, je vois. Merci. Et du coup, ça me fait penser, dans ton histoire, j'ai lu que tu avais habité un foyer difficile, notamment où tu avais été témoin d'une agression. Mhm. Et franchement, je voulais des détails parce que le fait m'a marqué. C'est-à-dire, comment dire, un vol ou une agression, je sais pas, d'une dizaine de jeunes à l'arme blanche dans ton foyer, dont tu as été témoin. Mhm. Est-ce que ces jeunes ont été jugés? Enfin, comment l'histoire s'est finie? Alors non, ils n'ont pas été jugés. En fait, c'était le tout premier jour où je suis arrivée dans ce foyer-là. Je dirais pas le nom pour pas... Voilà. Oui, Mais où je suis arrivée dans ce foyer-là, c'était un foyer où justement, il y avait de tout. Des gens qui avaient besoin d'être protégés, des délinquants, des gens où justement on les avait éloignés de leur famille parce que c'était eux le danger. Et c'était le tout premier soir. Et du coup, on avait des chambres individuelles qu'on pouvait fermer à clé, patati, patata. Et ces jeunes-là, ce soir même, ont déboulé dans ma chambre en cassant la fenêtre et sont arrivés. Voilà, alors moi, j'étais déjà dans le stress Éprouvé, oui. et dans la peur du fait que je venais d'arriver en foyer. C'était la toute première fois pour moi. Je ne savais pas comment ça se passait. Je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Je ne savais rien du tout. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont arrivés à plusieurs avec des armes blanches, etc. Et j'ai failli être violée, mais heureusement, voilà. et du coup, tu as été victime quand même de violences mineures, si on peut dire. Avec le temps, comme j'explique dans mon livre, avec le temps, j'étais devenue un peu la protégée de tout le monde. Je vois. Donc, je suis pas du genre à poser des problèmes. J'étais plutôt celle qui restait dans son coin, plutôt dans sa chambre ou dans un coin du jardin à ne rien faire. Donc, c'est vrai que on te laissais tranquille. Voilà, on me laissait tranquille, on m'embêtait pas trop. Donc, Encore heureux. c'est ça. Moi, ça m'allait très bien. Je me demandais à quel point c'est handicapant dans un cursus scolaire, niveau logement, comment on se sent perdu, en se faisant trimballer dans les différents foyers, etc. Et comment tu l'as vécu? Alors au tout début, moi, c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être une balle de ping-pong en fait, vu que des fois je rentrais le week-end chez moi, je devais revenir au foyer, des fois j'allais chez mon père, des fois j'allais chez ma mère. C'est vrai que c'était un peu perturbant pour moi qui, au final, j'avais connu que les allers-retours chez maman, chez mon père, Du coup, c'est vrai que c'était encore plus perturbant. Et du coup, j'ai eu l'impression d'être une balle de ping-pong. J'ai eu l'impression d'être abandonnée à plusieurs reprises. Mais ça a été une force. Parce que je me suis dit, j'ai vu les choses d'une façon, peut-être que d'autres ne le verront pas comme ça. Mais je me suis dit, c'est comme ça, si c'est comme ça que ça doit se faire, alors faisons-le comme ça. Je vois. Si c'est comme ça que... Je suis quelqu'un, en fait, qui croit beaucoup au destin. Et je pars du principe que si les choses doivent se faire, elles se font. Et je me suis dit, si je dois aller chez mon père tant de temps, si je dois aller chez ma mère tant de temps pour revenir au foyer ou pas après, c'est que ça doit se faire comme ça. C'est qu'après, ça va m'apporter quelque chose qui va me rendre plus forte. Je vois. C'est marrant car c'est une réponse à une question que je m'étais posée, c'est-à-dire ton regard sur ce que tu as vécu. Est-ce que tu penses que tu serais la même personne aussi forte, avec autant de conditions, si tu n'avais pas vécu tout ça? Clairement pas. Forcément, non. C'est pour ça, suite à la citation dont on a parlé tout à l'heure, ne donne-t-on pas les plus durs combats aux plus forts soldats? À la fin, juste après, je dis, et si c'était à refaire? Car au final, si j'avais pas vécu tout ça, je serais peut-être pas celle que je suis à l'heure d'aujourd'hui, avec mes valeurs, avec ma façon de réfléchir, avec certes mon vécu, mais ma façon d'avancer et la façon dont j'ai grandi également. Donc si c'était à refaire, je sais pas. Tu serais préparée émotionnellement en tout cas. Je serais préparée et je dirais même plus, je serais peut-être prête à te relever. À me relever et à tout revivre si au final c'est pour être celle que je suis aujourd'hui en fait. Je vois. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a redonné le goût de la vie, l'envie d'accomplir les choses?
C'est plusieurs passions, je pense, dont la chanson et l'écriture. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres choses Or, ça va paraître débile auprès des auditeurs, peut-être. Mais oui, il y a l'écriture, il y a la chanson. J'ai fait... et puis, je suis une très grosse mordue des cours. Les cours et l'école, en général, m'ont toujours relevée. Je me suis accrochée à ça dans les épreuves difficiles. Et ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme une drogue. Ça peut paraître bête, peut-être, ça peut pas... les auditeurs vont se dire « mais elle est folle, elle !» Mais non, c'est vrai, c'est... Pas du tout, enfin, pas pour moi en tout cas. C'est quelque chose qui m'a relevée, c'est quelque chose auquel je me suis accrochée. Et à l'heure actuelle, c'est une drogue parce que je suis toujours en train de chercher des formations ou même une alternance pour me dire j'ai un pied dans le travail, mais un pied dans les études. Mais aussi. un pied dans les études, et ça, il faut que je le garde. Je vois. Pour moi, c'est très dur de me dire qu'il faut quitter le monde, entre guillemets, scolaire. Je vois. Pour... passer dans la vie active. C'est ça. C'est dur pour pas mal de jeunes. Et quel genre d'études tu veux faire en ce moment? Dans quel domaine? Dans quelle branche Alors, j'ai un CAP vente en option librairie, papeterie, presse. Je viens d'obtenir en partie, on va dire, parce qu'il me reste encore quelques épreuves à passer, mais je viens d'obtenir une équivalence de bac commerce. Félicitations. Merci. Et là, je veux me reconvertir totalement pour aller vers les enfants. Ok, excellent. La petite enfance. Donner de l'amour aux jeunes. C'est ça, exactement. Qui en ont très besoin, je pense. Ok. Bon, on va faire une petite pause musicale. Je peux pas être égoïste quand c'est ton cœur qui pousse les cris. Si des fois tu te crois plus grande que moi, si des fois je suis comme le boulet qu'on attache à la cheville des prisonniers. Petite fille, sache qu'être humain n'est pas si facile. Mais petite sœur, sache qu'être ta sœur reste un honneur. Sache qu'être ta sœur reste un honneur. Petite fille est devenue grande, mais pour toi elle restera toujours petit soldat. Petite sœur, on n'a pas vécu les mêmes horreurs, les mêmes peines, ni même les mêmes rancœurs. Mais je te jure, mon bébé, je veux que ton bonheur. Assis-toi pour que je te parle, on m'a dit loin des yeux, près du cœur. Mais quand t'es loin de moi, c'est mon cœur qui s'arrache. Ma vie pour la tienne, car malgré les rengaines aujourd'hui, j'ai compris que je t'aime. Léa. Ça, moi, ça fait longtemps que j'ai baissé les armes.
fois c'est ton cœur qui pousse des cris, si des fois tu crois plus loin que moi, si des fois je suis comme le boulet qu'on attache à la cheville des prisonniers. Petite fille, sache qu'être humain n'est pas si facile. Et petite sœur, sache qu'être ta sœur est un honneur. Même si nos je t'aime ne se comprennent pas toujours, sache que je serai toujours celle que je dois être. Je serai toujours ta grande sœur qui t'aime. Ma vie pour la tienne, car malgré les rengaines, aujourd'hui j'ai compris que je t'aime. Ma vie pour la tienne, car malgré les rengaines, aujourd'hui, petite sœur, j'ai compris que je t'aime. J'ai compris que je t'aime. Nous sommes de retour dans Captain Paul Bert pour cette émission. On va enchaîner sur une question. Comment combattre le manque de confiance en soi quand on vit des épreuves aussi difficiles? Alors ça, c'est la question que je me pose tous les jours, tu vois. Parce que encore à l'heure d'aujourd'hui, on a beau me faire des compliments, on a beau me monter vers le haut, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment, on me monte souvent vers le haut. J'ai toujours pas confiance en moi. Donc, pour répondre à ta question, je n'en sais rien. C'est un peu compliqué. C'est une question assez compliquée, c'est vrai. Je pense que ça passe par du travail sur soi-même et tout ça. Puis aussi, quand tu dois voir que tu accomplis des choses, que tu vas vers le haut malgré tout ce que tu as vécu, c'est par rapport à soi-même, quoi. J'ai rencontré beaucoup de personnes au vu de mon parcours, que ça soit dans le milieu scolaire ou même au foyer ou thérapeutique, etc. Tout ce domaine-là. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidée et qui, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pertinemment que si elles n'avaient pas été là, je serais encore dans l'état où je suis arrivée quand je suis arrivée en foyer. Donc, c'est sûr que sans ces personnes-là, voilà, elles m'ont aidée à avoir un tout petit peu plus confiance en moi. Mais il reste du travail quand même. Hein. C'est normal. J'ai une question qui, je pense, est assez liée. Comment combattu la spasmophilie? Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais le définir, etc. Parce que moi, j'associe ça directement à des crises d'angoisse. Je ne sais pas si c'est exactement similaire. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, la spasmophilie, ce que moi j'en définis en tout cas, c'est un mélange entre l'épilepsie et le stress, en effet, mais puissance 1000. Or, au début, lors de mes toutes premières crises, ça venait surtout avec le stress, avec le fait de rester trop longtemps à un endroit, ça pouvait me perturber et donc m'angoisser. Et au fur et à mesure du temps, on a compris que ça venait pas forcément du stress, mais que surtout ça venait un peu n'importe quand. Je vois. Donc le stress, oui et non. En fait, la spasmophilie, c'est une maladie qui peut provenir de 10 000 raisons différentes. Ça peut être un problème lié au cerveau, ça peut être par rapport à un traumatisme, ça peut être un manque de fer, de magnésium, ça peut être plein de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire d'où ça vient, quel traitement je dois prendre. Parce qu'au final, même si moi personnellement j'ai ma petite idée sur la question, mais c'est vrai qu'au final on ne peut jamais vraiment savoir d'où ça vient et donc comment la soigner, avec quels médicaments, etc. Du coup, le suivi que tu as n'est pas forcément adapté. Si tu as dû voir des experts, des médecins, peut-être des psychologues pour ça, est-ce que ton suivi a été adapté ou pas du tout? Au niveau psychologique, je pense que mon suivi a été plus qu'adapté. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, thérapeutiquement, les personnes qui m'ont suivi, je les remercierai jamais assez. C'est ce que je disais tout à l'heure, en effet. Mais après, j'ai été hospitalisée aussi à plusieurs reprises suite à ça parce que c'était juste ingérable. Au tout début, j'en faisais une 20aine par jour. J'ai vu un chiffre qui m'a assez choqué. 150? 100? 150. Non, 20 par jour, tu faisais de crise maximum? Oui, en moyenne. au tout début, oui. Ok. C'était une vingtaine, 25 maximum. Au début, c'est vrai, je m'amusais on s'amusait à les compter pour savoir s'il y en avait plus ou moins au fur et à mesure des jours qui passaient. Et il se trouve qu'il y en avait un petit peu plus chaque jour au début.
Et au fur et à mesure du temps, ça s'est calmé et puis c'était épisodique aussi. Et au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à ce que j'ai lu. Ça va beaucoup mieux, j'en fais beaucoup moins déjà. Et comme je disais, c'est épisodique. À l'heure actuelle, il peut m'arriver de faire des crises, mais pas des crises de spasmophilie. Intense. Voilà, intense. C'est vraiment des crises d'angoisse ou des crises, on ne sait même pas d'où ça sort, mais c'est là. Je vois. Et niveau physique, ça doit être assez dur. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des courbatures, Alors, ça dépend de chaque personne déjà. Mais pour mon cas, je sais que c'est jamais les mêmes symptômes. Mais après une crise, il y a déjà beaucoup de fatigue, des courbatures évidemment, vu qu'on a tout le corps qui se crispe, qui se contracte, donc évidemment c'est normal. Il y a également des maux de tête, juste atroces, la tête qui tourne. Des fois, pendant les crises, on peut rester inconsciente aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être inconsciente toute une journée ou plus la nuit. Enfin, voilà. On ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment... Je vois. Et puis, on a l'impression qu'on va mourir, même si tout le temps, on nous dit non, c'est pas possible, tu vas pas mourir, ne t'inquiète pas. Moi, je pars toujours du principe que quand on a du mal à respirer, forcément qu'au bout d'un moment, si on a vraiment, vraiment du mal à respirer et qu'on est inconsciente en plus de ça, il y a forcément des risques. Mais je me console. Je vois. Et est-ce que sur la très longue durée, il y a pas des effets secondaires, mais des conséquences de ça ou pas vraiment? Suivant... Avec la maladie elle-même, tu veux dire? Avec la maladie... Avec la maladie elle-même, je ne sais pas. Mais avec les médicaments qu'on nous prescrit, avec le temps, oui. Je vois. Quel genre de médicaments? Alors moi, j'étais des calmants, endormissants. Et moi, j'ai eu des anxiolytiques, j'ai eu des plantes, j'étais une armoire à pharmacie ambulante en fait. Non, mais clairement, quand j'allais en cours, j'avais mon sac de cours et à côté, j'avais mon sac de médicaments. Enfin, voilà. Les profs, ils hallucinaient. Au repas ou à la récré, ils me piquaient mon sac de médicaments, ils me font toi, t'y touches pas. Non, mais c'était hallucinant. Et ils partaient même du principe que c'était ces médicaments-là qui augmentaient mes crises. Je vois. Voilà. Mais du coup, comme je disais, avec ces médicaments-là, il peut y avoir des pertes de mémoire, il peut y avoir une perte de concentration, il peut y avoir plein de choses comme ça qui font que ça peut être compliqué. Même dans le milieu professionnel, pour moi en tout cas, c'est très très dur. Je vois. Et dans ton cursus scolaire, du coup, ça a été compliqué par rapport déjà aux effets secondaires des médicaments et je pensais aussi au regard des autres, par exemple. Ah oui, complètement. Les gens t'ont vraiment rabaissé ou exclu quand j'étais au lycée... par rapport à ça? Ça a commencé au lycée. Donc quand j'étais au lycée en terminale, du coup, c'était mitigé. Il y en avait peut-être 2-3 qui essayaient de comprendre, 2-3 encore qui étaient là pour moi, qui m'aidaient, en plus des profs, etc. Et le reste de personnes... par exemple, un jour, je suis tombée et avant de perdre connaissance, j'ai entendu « Mais vas-y, meuf, crève sur place, dérange pas le cours pour ça. » C'est juste... Quand on entend ça, c'est... De la haine à l'état pur. C'est ça. Même... on en était à un point où même l'infirmier scolaire pensait que je faisais exprès, en fait. Alors qu'on était à un stade où j'avais quand même les examens, où j'avais mon CAP. Et j'ai dû tous leur prouver que, malgré tout, j'étais capable de l'avoir. Et ce que eux avaient fait en 6 mois, j'ai dû le rattraper en 2 semaines. Après les cours, malgré des crises pendant la journée, j'ai dû rattraper tout ça en 2 semaines. Et j'ai eu quand même mon CAP avec 15 de moyenne. Excellent, tu as eu beaucoup de courage sur ce coup-là. Oui. Je pense que les crises d'angoisse sont assez mal vues. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, il y avait des jeunes filles qui en faisaient parce qu'elles étaient paniquées des examens ou je ne sais pas si c'était récurrent chez elles, mais je trouve que c'est très, très mal vu. Les gens pensent que c'est de la simulation, que c'est de la fragilité. Enfin, je ne sais pas, mais... La spasmophilie elle-même, déjà, est une maladie. C'est une maladie depuis peu. C'est considéré comme une maladie depuis très, très peu. Et c'est surtout une maladie qui est mal vue, J'ai pas les mots. Même là, j'ai pas vraiment les mots pour expliquer.
Mais c'est vrai que quand on dit spasmophile, tu dis par exemple spasmophilie à un passant, je suis sûre qu'il y en a la moitié qui ne savent même pas ce que c'est. Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas assez. Encore, si je dis des bêtises, en ce moment, on en parle un peu plus. Parce que justement, ça a été considéré comme une maladie. On tape spasmophilie sur YouTube ou sur Internet. À l'heure actuelle, on peut trouver beaucoup de documentation, beaucoup de documentaires télé qui ont été faits, mais pas assez, pas comme si c'était le sida ou comme si c'était le cancer. Évidemment, ça a pas la même gravité, mais ça reste quand même une maladie et ça reste quand même très handicapant. J'ai connu une dame justement qui a dû accoucher en crise de spasmophilie. C'est horrible. Voilà, c'est pas une maladie à négliger. Voilà. C'est pas grave comme le cancer ou comme le sida ou comme une autre maladie mortelle, on va dire. Mais ça reste quand même une maladie. Et s'il y en a qui nous écoutent, qui possèdent des associations ou autres, aidez-nous, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que il y en a aucune association. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez compris, en tout cas. Je vois. Je pense que certains t'en remercieront d'en parler, de mettre ça en avant, vu que c'est pas du tout reconnu. Pendant si longtemps, je suis restée impuissante. Lorsque chaque jour j'entendais tes larmes couler, mais je n'étais qu'une enfant. Impuissante de ne pas pouvoir te protéger de l'homme qui était censé t'aimer. Moi aussi j'ai reçu des coups, des bleus apparaître, j'en ai vu, c'est vrai. J'en ai reçu, mais j'étais loin de me douter de tout. À l'école, j'inventais des histoires pour ne pas qu'on nous sépare. J'aurais aimé t'aider, j'ai vu, mais je ne pouvais rien faire. Quand l'homme qui était censé t'aimer te faisait vivre l'enfer. Et quand chez Vive, la cicatrice n'a pas guéri, j'aurais tellement aimé le punir par moi-même. Et quand chez Vive, aujourd'hui, je vis avec ces images qui me hantent la tête. Ces souvenirs qui aujourd'hui deviennent ma maladie. Et quand chez Vive, il m'a sali de ses conneries. Aujourd'hui, à vivre de peut-être, ma vie n'est plus la même. Et quand chez Vive, par cette maladie, je ne laisserai pas s'en sortir. À toi qui m'as fait souffrir, toi qui nous as salis, sache que par tes conneries, aujourd'hui personne ne peut rentrer. Mon cœur affiche complet. J'ai trempé ma plume dans mes larmes pour écrire ce couplet. J'aurais aimé t'aider, j'ai vu, mais je ne pouvais rien faire. Quand l'homme qui était censé t'aimer te faisait vivre l'enfer. Et quand chez Vive, la cicatrice n'a pas guéri, j'aurais tellement aimé le punir. Et quand chez Vive, aujourd'hui je vis avec ces images qui me hantent la tête, ces souvenirs qui aujourd'hui deviennent ma maladie. Et quand chez Vive, il m'a sali de ses conneries. Il m'a sali de ses conneries. J'aurais aimé t'aider, c'est vrai, j'aurais aimé t'aimer. J'ai vu, mais je ne pouvais rien faire quand l'homme qui était censé t'aimer te faisait vivre l'enfer. Et quand chez Vive, la cicatrice n'a pas guéri, j'aurais tellement aimé le punir par moi-même. Et quand chez Vive, aujourd'hui, je vis avec ces images qui me hantent la tête. Ces souvenirs qui aujourd'hui deviennent ma maladie. Et quand chez Vive, il m'a sali de ses conneries. Aujourd'hui, à vivre de peut-être, ma vie n'est plus la même. Et quand chez Vive par cette maladie, je ne le laisserai pas s'en sortir. À toi qui m'as fait souffrir, toi qui nous as salis, sache que par tes conneries, aujourd'hui personne ne peut rentrer. Mon cœur affiche complet. J'ai trempé ma plume dans mes larmes pour écrire ce couplet. J'ai vu, mais je ne pouvais rien faire. Quand l'homme qui était censé t'aimer te faisait vivre l'enfer. Et quand chez Vive, la cicatrice n'a pas guéri, j'aurais tellement aimé le punir par moi-même. Et quand chez Vive, aujourd'hui je vis avec ces images qui me hantent la tête. Ces souvenirs qui aujourd'hui deviennent ma maladie. Et quand chez Vive, il m'a sali de ces putains de conneries. Aujourd'hui, à vivre de peut-être, ma vie n'est plus la même. Et quand chez Vive par cette maladie, je ne laisserai pas s'en sortir. À toi qui m'as fait souffrir, toi qui nous as salis, sache que par tes conneries, aujourd'hui personne ne peut rentrer. Mon cœur affiche complet. J'ai trempé ma plume dans mes larmes pour écrire ce putain de couplet.
ce putain de couple. J'avais des questions après par rapport à ta situation face au système judiciaire. Est-ce qu'ils ont été compréhensifs envers ta situation? Comment ton père a été jugé, par exemple? Par rapport à mon ancien beau-père, tu veux dire? Oui. Alors, je suis toujours en procès? En cours, voilà. Ok, je vois. La procédure est toujours en cours. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Ah, quand même. Et du coup, tu as été témoin d'un jugement, etc. Non, pas encore. Ok, je vois. Il y a eu juste, Interrogatoire, etc. Voilà, les interrogatoires, comme je marque dans mon livre, au tout début, quand les faits se sont passés déjà, avec mon ancienne meilleure amie, pas forcément pour ce que moi j'ai vécu, mais sur les derniers faits, j'ai raté beaucoup de cours. J'ai été de poste de police en poste de police. Et à l'heure actuelle, il y a eu déjà 3 plaintes. J'ai dû faire 3 plaintes de différents postes de police en poste de police, justement pour qu'on m'entende, parce que au début, on ne voulait pas prendre ma plainte. Pour eux, c'était pas possible parce qu'il y avait comment on dit, la justice dort. Non, mais c'est juste hallucinant. Quand on me dit de base que j'aurais dû être placée à l'âge de 4 ans et qu'au final j'étais placée qu'à l'âge de 12 ans, on se pose des questions. On me dit, tu viens de me dire que j'aurais dû être placée à l'âge de 4 ans. Alors, dis-moi, pourquoi je n'ai été placée qu'à l'âge de 12 ans? Tu étais au courant vu que tu viens de me dire que j'aurais dû être placée depuis l'âge de 4 ans. Alors pourquoi ça n'a pas été fait? C'est pour ça, en fait. À l'heure actuelle, moi, personnellement, je vais le dire haut et fort, je n'ai plus confiance en la justice. Pour moi, avec tout ce que je viens d'élaborer, la justice, pour moi, ça n'existe plus. Quand on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux qu'un viol est puni comme un délit et non plus comme un crime, on se demande, mais elle est où la justice, en fait? Clairement. J'étais pas au courant de ça, c'est assez choquant d'ailleurs. Tu viens de violer une femme, ou peut-être pire, une gamine ou autre, et tu vas être puni comme quelqu'un qui a volé juste une pomme. Il y a des incohérences totales. C'est honteux. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai honte. Clairement, j'ai honte. De la justice. De la justice et honte de ce pays, quand même. Parce que quand on voit qu'une loi comme ça peut être mise en avant et peut être acceptée dans cette société, on se dit, mais la prochaine fois, c'est quoi? Je vois. Tout peut être accepté, tout peut passer. La justice n'existe plus. Je suis désolée. Elle est pas bien balancée, en tout cas, ça, c'est clair. Quand on voit que des histoires comme la tienne n'aboutissent pas, restent en stand-by, alors que des affaires sûrement négligeables de vol d'argent ou des matériels passent avant, quoi. Je trouve ça hallucinant. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses des systèmes et organismes d'accompagnement pour enfants en situation familiale? Est-ce que les foyers t'ont accueilli, t'ont aidé à te relever? Clairement. Et est-ce que tu penses qu'ils sont adaptés pour tous les jeunes? Ça dépend des jeunes. Moi, au tout début, comme je dis encore une fois dans mon livre, j'ai eu du mal à accepter qu'on puisse m'aider. J'ai eu du mal à accepter que j'avais besoin d'aide et que j'étais là justement pour qu'on m'aide. Pour moi, tout allait bien en dehors du fait que, voilà, il y avait ce qui s'était passé et que, voilà. Mais j'étais petite et pour moi, tout allait bien. J'avais même pas défait mes bagages. Hein. Pour moi, dans 2 semaines, j'étais chez moi. Hein. Je vois. C'était, voilà. Mais au fur et à mesure, quand j'ai compris pourquoi j'étais là et surtout qu'on m'a expliqué que je ne rentrerais pas chez moi, là, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai accepté les mains qu'on me tendait. Je fais, bon, on m'a dit, on est là pour t'aider. J'ai fait, aidez-moi alors. Je vois. Clairement. T'as eu bien raison. Je suis là pour être aidée, alors aidez-moi. Et on m'a aidée, c'est vrai. Et si on m'avait pas aidée comme on l'a fait, clairement, encore une fois, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est un mélange de tout, en fait. Je vois. Parce qu'on dit du mal des foyers. Il y a des jeunes qui s'y sentent mal, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même...
C'est une aide précieuse. C'est ce que je disais aux personnes qui, justement, me disaient « Non, mais les éducateurs, c'est des cons. Moi, de toute façon, je veux rentrer chez moi, je vais brûler le foyer. » Enfin, des trucs comme ça. Je pense que vu la situation qu'ils ont, C'est ce que je leur disais. Je leur disais peut-être qu'à l'heure actuelle, tu te rends pas bien compte de la chance que tu as. Mais moi, je m'en suis rendu compte. On t'a mis ici pour te protéger, pour t'aider. Dis-toi qu'il y en a des millions qui sont chez eux, justement, à continuer à se faire maltraiter ou d'autres choses. Et on ne peut pas les accueillir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de place en foyer. Parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Alors toi, tu es ici. Enfin, prends la main qu'on te tend. Tu es là pour être aidé. On veut t'aider. Alors serre-toi-en, s'il te plaît. Là, tu dis que tu veux les tuer, que tu en as marre d'être ici. Dans 5 ans, quand il faudra partir, tu me remercieras de t'avoir dit ça aujourd'hui, en fait. C'est clair. C'est clair. Et du coup, je me demandais s'ils étaient efficaces en termes de réinsertion. Parce que je ne l'ai jamais vraiment vécu, j'en ai entendu parler, mais qu'est-ce qu'ils mettent en place pour les logements, pour aider les jeunes à trouver leur futur parcours professionnel, etc. Comment ça se passe par rapport aux cours ? Est-ce que c'est handicapant d'être en foyer ? Handicapant d'être en foyer, enfin, personnellement, pour moi, non. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, évidemment, comme il y a des débiles partout, de toute façon. Mais handicapant, non. Au tout début, évidemment, j'étais perturbée, c'était tout nouveau. Évidemment que c'était compliqué pour moi et handicapant. Mais au fur et à mesure, c'est un mode de vie à prendre. Comme j'ai dit, on est là pour avancer, on veut nous aider. Et quand on voit que quand on rentre, on est entouré de jeunes, en fait, on est comme dans une famille. On se lève, on voit les mêmes têtes. On mange ensemble, on fait des sorties ensemble. On passe notre temps libre ensemble. On va sortir ensemble au cinéma, etc. On remange ensemble. On regarde la télé le soir, des films ou autres. On va au cinéma. Je vois. On est une véritable famille. Donc pourquoi ça serait un handicap, en fait ? Moi, je le prends vraiment comme une fierté. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai des amis avec qui que je considère comme des sœurs qui étaient au foyer avec moi. Or, évidemment, ça fait des années qu'on n'y est plus. Mais à l'heure d'aujourd'hui... Ça soude, ça c'est sûr. Voilà, ça soude. On a vécu des choses que personne ne peut imaginer. Et on était là l'une pour l'autre. Quand une fuguait, moi, je la couvrais. Enfin, voilà. On allait piquer en pleine nuit, on allait piquer du gâteau dans le frigo en cachette. On faisait des missions. Enfin, voilà, c'est des bons souvenirs. Même si on se dit, ouais, on n'est pas dans notre famille, mais c'est juste merveilleux. Enfin, ouais, c'est juste merveilleux de repenser qu'au final, on est tombé sur des gens adorables, sur des gens peut-être qu'on aurait jugés sans les connaître, sachant qu'ils étaient en foyer, et qu'au final, si nous-mêmes on n'avait pas été en foyer, on aurait raté de très belles rencontres. Je vois, des rencontres qui doivent beaucoup tirer vers le haut, du coup. Exactement. Quand on est dans ce genre de situation. Exactement. Nous touchons malheureusement à la fin de cette émission. Ce fut un plaisir de recevoir Laura. Si vous voulez écouter ces activités, rendez-vous sur la page YouTube Axel Laura, car elle est aussi très active sur la scène du chant. Et on se retrouvera, j'espère, dans un prochain épisode avec Laura. Ciao!